Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive, entrepreneur du mieux vivre. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Et aujourd'hui encore, nous vous parlons prévention, ou plutôt anticipation, parce que le sujet que nous allons aborder est malheureusement un événement inéluctable, mais qui se prépare afin d'épargner à ses proches toute mauvaise surprise. Vous l'avez peut-être deviné, nous allons parler de la mort. Je sais, c'est un mot qui fait peur, et pourtant nous n'avons pas peur d'en parler aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. Comment bien préparer ses obsèques, ce sera notre sujet du jour. Et oui, on le sait tous, la vie a une fin. C'est notre seule certitude en ce bas monde et c'est pourtant la plus difficile à admettre. Le simple fait de prononcer ce mot déclenche chez beaucoup d'entre nous une peur irrationnelle, comme si on allait attraper la mort comme on attrape la grippe. Bref, arrêtons d'éviter le sujet, ça ne nous rendra pas immortels et surtout notre mort pourrait être source de complications pour nos proches. Pour lever ce tabou encore bien ancré dans nos sociétés occidentales, j'ai le plaisir de recevoir Maître Roland Pérez, avocat à Paris. Bonjour Maître. Bonjour. Merci d'être avec nous et vous allez nous expliquer ce que nous avons le droit de faire ou pas lors des successions. Et parce que la mort, c'est la seule chose que l'on peut prévoir avec certitude, je reçois également le directeur général adjoint, la maison des obsèques du groupe Vive, Mehdi Zik, bonjour. Bonjour. Voilà, et vous allez nous parler notamment de prévoyance en matière d'obsèques, parce que je le disais, des obsèques, ça se prévoit. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de thanatophobes qui nous regardent aujourd'hui. Je rappelle que la thanatophobie, c'est une peur démesurée et irraisonnée de la mort, une peur qui est insupportable à vivre au quotidien. Mais bon, Mehdi, on va quand même pas se mentir, vous ne faites pas un métier facile quand même, parce que parler tous les jours à ses clients de leur mort prochaine, c'est sûr qu'il y a des sujets un peu plus joyeux. Alors comment vous le vivez, vous, personnellement ? Finalement, travailler autour des sujets de la mort, c'est se mettre au service de ceux qui sont présents et ceux qui vivent. Alors effectivement, au sein de la maison des obsèques, nous allons prendre en charge le défunt, alors dignement et respectueusement, mais notre métier ne s'arrête pas là, il vise aussi à accompagner les familles dans le cadre de cet instant de vie qu'est le deuil. On verra tout à l'heure justement comment vous travaillez, comment vous accompagnez les familles de façon vraiment globale. Mais vous, voilà, aujourd'hui c'est quelque chose que vous vivez plutôt bien. Enfin, en tout cas, à vous voir, on a cette impression. Alors, que l'on vit. Vous l'avez apprivoisé, c'est un sujet que vous avez apprivoisé aujourd'hui. C'est un sujet avec lequel on vit, tout simplement parce que dans le cadre de nos métiers, il y a une forme d'engagement, de sens du service, et c'est à ce moment-là qu'on prend toute la justesse de notre intervention. Donc la mort, je ne dirais pas qu'on l'a apprivoisée. En revanche, on vit avec elle et on la met au service de ceux qui sont touchés par le deuil. D'accord. Mais ça reste quand même un sujet très tabou. Chez vous, c'est plus un sujet tabou aujourd'hui, mais chez nous, les Français de façon générale, ça reste un sujet tabou. Est-ce que les Français, justement, pensent souvent à leur mort ? Est-ce qu'ils préfèrent ne pas y penser ? Je vous pose cette question parce qu'il y a une enquête qui a été réalisée par des groupes mutualistes avec l'IFOP qui révélait que 41% des Français déclarent penser régulièrement à la mort quand même. Alors effectivement, cette étude semble montrer qu'il y a des questionnements autour de la mort et qu'elle porte sur une grande part de la population. Vous évoquiez 41%. Finalement, depuis notre plus jeune âge, on prend conscience de la mort, petit, souvent en école primaire ou au cours du collège. On prend conscience de la mort et on prend conscience qu'elle fait partie de la vie. Et il nous appartient, au cours de notre vie, d'apprendre à vivre avec cette idée. Exactement. Il y a aussi la question des plus jeunes, j'en ai parlé un petit peu. Les plus jeunes se questionnent sur la mort, mais... Peut-être beaucoup plus que nous, finalement. Oui, mais on ne sait pas comment ils se questionnent. Et c'est là où je me dis que peut-être que ça fait partie du rôle des parents, de parler de la mort avec leurs enfants. Maître Pérez, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous en parlez avec vos enfants de la mort ? Ça fait réfléchir. Non, j'en parle pas, j'en ai jamais parlé avec mes enfants. Alors, c'est pas que ce soit un sujet tabou, c'est que c'est un sujet trop triste et qu'on pense plutôt au projet qu'on va avoir ensemble plutôt qu'à la mort. Mais je pense, en revanche, je vous rejoins, c'est vrai que si on pouvait démystifier tout cela, ce serait bien.
Alors, il y a encore quelques siècles, les Français étaient beaucoup moins réticents à parler de leur mort. C'était un sujet beaucoup moins tabou. Comment on l'explique ça? C'est parce que voilà, on mourait chez soi, il y avait des rites funéraires particuliers qui ont aujourd'hui disparu. On décède de plus en plus, et pour une grande part de la population, dans des établissements de santé, de repos ou de soins. Alors, j'ai juste une statistique, si vous le permettez. Bien sûr, c'est une statistique INSEE. Donc, il y a à peu près 70% des décès qui sont enregistrés dans ces établissements de santé, de repos ou de soins. Donc effectivement, comme vous le disiez, on meurt à l'hôpital par exemple. Toutefois, la question des rites, des coutumes ou des symboles du deuil continue d'exister. Et finalement, c'est au travers des demandes des familles. D'accord. Et c'est justement votre travail. Exactement, puisque dans le cadre de l'organisation des obsèques, nous accompagnons les familles dans l'organisation d'obsèques personnalisées. Voilà, et c'est vrai que le fait de ne pas parler de la mort ne fait que renforcer cette peur de la mort et de renforcer ce tabou. Alors je vous propose d'écouter justement 2 témoignages très éclairants sur nos rapports avec la mort et son anticipation. C'est un sujet de Cédric Manet et Nick Ressman. Regardez. Moi, j'ai mon père qui est décédé il y a 1 an, à 98 ans. Lui, il avait tout préparé. Ah, moi, j'ai mis les pieds dans le plat. J'ai mis les pieds dans le plat. J'ai ma maman qui a eu des soucis de santé. J'ai eu peur et j'ai dit, ça serait bien qu'on parle de certaines choses. Voilà. J'ai mis les pieds dans le plat. Et donc, mes parents ont pu en parler. Mon père, un peu plus... parle pas beaucoup de ses émotions, mais il m'a juste dit, t'inquiète pas, s'il m'arrive quelque chose, tout est géré, tout est pris en charge. Donc après il y a toutes les paperasses, tout ce qui s'enchaîne après un décès, mais lui il avait tout fait et on n'a rien eu à débourser, il avait tout organisé, ses obsèques. J'ai des parents qui ont pas forcément eu beaucoup d'argent, qui étaient ouvriers, mais qui ont quand même fait en sorte que le jour où ils partent, tout sera géré. Et oui, c'est un soulagement. Parce que les proches qui doivent gérer les obsèques, c'est du travail en moins, c'est du souci en moins, c'est du tracas en moins. Donc oui, bien sûr, quand c'est prévu, c'est vachement mieux. Selon les moyens, on ne demande pas d'avoir des héritages, mais si au moins les obsèques sont pris en charge et qu'il n'y a plus qu'à faire les démarches pompes funèbres et que derrière, il n'y a pas tous ces tracas-là, oui, bien sûr que ça enlève une douleur, bien sûr. Ça facilite sur le plan, on va dire, administratif et financier le départ de la personne. Après, il y a le côté on perd son père, quoi, mais bon, à 98 ans, je savais bien aussi qu'il n'allait pas être éternel. Bon, effectivement, en parler, anticiper sa mort, c'est vachement mieux, hein, comme nous disait tout à l'heure cette jeune femme. Et c'est important, et nous allons comprendre pourquoi avec vous, Maître Pérez. Alors, premier cas de figure, c'est le plus rare. Hein. Heureusement, je meurs seule chez moi ou à l'hôpital et personne ne se manifeste pour l'organisation de mes obsèques. Qu'est-ce qui se passe? C'est la commune qui va prendre en charge l'organisation des obsèques. On va regarder s'il y a un actif successoral sur lequel on peut prélever des sommes pour pouvoir payer ces obsèques. S'il n'y a pas d'argent possible, c'est la commune qui va prendre en charge l'organisation et les funérailles. Alors, deuxième cas de figure, lors de discussions un peu informelles, je dis à mes proches que je souhaite être enterrée, je ne sais pas, moi, à Saint-Barthélemy, à côté de Johnny, par exemple, mais qu'il n'y a pas d'écrit officiel. Qu'est-ce qui se passe? Alors d'abord, même s'il n'y a pas d'écrit officiel, les proches peuvent témoigner de cette volonté. La difficulté, ça va être de l'autorisation de pouvoir être enterré ailleurs que dans un cimetière. Alors, elle est exceptionnelle, cette autorisation. Elle est exceptionnelle puisqu'il y a une réglementation très stricte qui prévoit que ce soit une distance, alors je ne sais plus quelle est la distance, mais enfin une distance certaine en tout cas des prochaines habitations. Il faut que ce soit un terrain dont le défunt pourrait être propriétaire. D'accord, donc si je n'ai pas de maison à Saint-Barthélemy, je ne peux pas... Vous ne pourriez pas, a priori. Il y a peu de chances que je puisse me faire enterrer là-bas. Il y a peu de chances, à moins que vous soyez marié avec quelqu'un qui a ce terrain et qui pourrait te faire cette demande. Bon, et si je laisse absolument aucune instruction on va se tourner vers les proches toujours, et à supposer que les proches soient d'accord, hein, mais on va se tourner vers les proches pour savoir ce qui a été, est-ce que c'est une inhumation, est-ce que c'est une crémation. Donc à défaut, ce sera une inhumation, c'est parce que la crémation, on la demande vraiment. Donc généralement, la volonté de la crémation, c'est le défunt qui l'a exprimé. Oui, à défaut, s'il n'y a pas eu d'instruction, a priori, ça devrait être une inhumation. Imaginons que je sois fâchée avec ma famille, est-ce que celle-ci peut se désengager de l'organisation de mes obsèques? Si oui, qu'est-ce qui se passe? Oui, si ce n'est que c'est encore l'héritage, c'est encore sur s'ils ont accepté l'héritage,
héritage, par exemple, ça va être sur cet héritage. De toute façon, qu'il l'ait accepté ou pas, ce sera sur l'héritage, sur l'actif successoral, s'il y en a un, évidemment, que sera prélevé les frais. Quelque part, parce que ça a un coût quand même. Hein. Donc voilà, je pense qu'on a bien compris que bien préparer ses obsèques de son vivant permet de faire respecter ses dernières volontés, tout en épargnant à ses proches d'éventuels problèmes d'organisation, d'éventuelles tensions, des problèmes financiers, parce que des obsèques, hein, ça coûte quand même cher. Mehdi, combien ça coûte en moyenne une inhumation et une crémation ? Avoir un ordre d'idée, on n'imagine pas forcément l'enterrement oui, première classe, mais un enterrement, on va dire, classique. Globalement, selon des chiffres de la profession, et peut-être de manière contre-intuitive, une crémation coûte en moyenne 3 600 €. D'accord. Tandis qu'une inhumation coûterait 3 300 €. Ah bon, comment on explique cette différence? J'aurais pensé l'inverse. Eh bien, finalement, souvent, on pense que le cercueil, dans le cadre d'une crémation, va être un bois peut-être moins noble. Oui, qui brûle plus vite qu'un cercueil. Mais en réalité, le cercueil est le symbole même du deuil, du décès. Enfin, si on se met dans une situation très, très concrète, quelqu'un perd un proche, il se rend dans un établissement de pompes funèbres. Il y a tout d'abord tout un lot de démarches et de formalités à réaliser, mais à un moment, il faut choisir le cercueil. Et c'est bien à ce moment-là que l'on prend la pleine conscience de ce pourquoi on est présent. Donc il y a différents types de prix, et typiquement, dans le cadre d'une crémation, il y a aussi le coût de la taxe de crématorium. Donc et on n'enlève pas le symbole. C'est pas le cercueil qui est plus cher dans le cadre d'une crémation. Il serait peut-être même un peu moins cher, parce que vous le disiez, on va peut-être prendre du bois a priori, qui brûle mieux. C'est ce que l'on peut supposer. C'est pas là où on va mettre tout le budget. Mais il y a une taxe, c'est ça Alors effectivement, pour accéder au crématorium, il y a une taxe. Vous aurez aussi une taxe au niveau du cimetière, mais régulièrement. Les obsèques vont coûter entre 3 000 et 4 000 €. Et si l'on devait poser une fausse moyenne, quelque part, on est aux alentours des 3 500 €. D'accord, mais pourquoi c'est si cher quand même? C'est dû à une faible concurrence dans le secteur des pompes funèbres ou pas? Non, alors justement, détrompez-vous. Le secteur d'activité des pompes funèbres est un milieu dans lequel il y a beaucoup d'acteurs, puisqu'en gros, on dénombre 4 000 entreprises réparties sur l'ensemble du territoire et quelque part près de 9 000 établissements du funéraire. Et si vous voulez, c'est un secteur d'activité qui ne fonctionne pas sur une dimension nationale, mais bien territoriale. D'accord. Si vous habitez à Lille, ça vous importe peu de savoir qu'il y a un établissement de pompes funèbres à Marseille. C'est ça que je voulais dire. Oui, bien sûr, on va aller s'adresser à celui qui va être le plus proche de chez soi. Mais alors, c'est cher parce qu'il y a quand même des prestations obligatoires. Donc, on a parlé du cercueil. Je crois son prix se situe entre 225 et 1 967 €. Ça, c'est pour un cercueil, je sais pas, plaqué or. Non, et ça peut même aller au-delà, en réalité. Ça peut même aller j'imagine, oui, parce que là, c'est pour des cercueils en bois. Mais ça peut aller jusqu'où, le prix d'un cercueil? Un cercueil de belle ébénisterie pourrait aller jusqu'à 3 000, 3 500 €. D'accord, c'est toujours en bois un cercueil, on va demander un cercueil en marbre. Après, vous savez que vous avez différents types d'essence de bois, en réalité. D'accord. Et encore une fois, alors il y a des prix parce qu'il y a un travail de menuiserie dessus avec différents types de matériaux, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les obsèques sont très personnelles pour la famille. Bien sûr. Et contre-intuitivement, là aussi, des familles plus modestes pourraient envisager des obsèques plus chères, et des familles plus aisées pourraient envisager des obsèques plus modérées, à tarif plus modéré. C'est très personnel, et c'est là-dessus. Et donc finalement, tout à l'heure, on évoquait le principe d'organisation d'obsèques personnalisées, et pour qu'elles soient personnalisées, il y a également un certain nombre de produits variés pour pouvoir confronter. On va en parler juste donc sur les prestations obligatoires. On est bien d'accord. Il y a le cercueil, le transport du corps après la mise en bière. Il y a la redevance de crémation ou la taxe d'inhumation. On en avait parlé tout à l'heure. Il y a les scellés de police. Les corbillards et toutes les démarches administratives. J'ai rien oublié. Et dans celles qui sont facultatives, il y a les soins. Les fleurs. Les soins de présentation du défunt. Les soins de présentation au défunt, bien sûr. Les fleurs. La chambre funéraire, le faire-part, la cérémonie, la plaque souvenir, la pierre tombale. Oui. J'ai rien oublié? Non. Alors peut-être qu'on peut le présenter aussi différemment, puisque un devis ou une facture de pompe funèbre doit suivre un modèle qui est encadré par la loi. Et il y a effectivement, comme vous le disiez, tout d'abord les prestations obligatoires. Et comme vous le disiez, le cercueil
Alors le choix du cercueil est libre, mais l'utilisation d'un cercueil est obligatoire. D'accord. Et la Ensuite, loi exige un cercueil de 22 mm d'épaisseur, Oui, c'est ça? absolument. Une garniture étanche, Oui. c'est mieux, et 4 poignées et une plaque d'identification. Je ne savais pas qu'il y avait une loi qui avait, qui avait été dictée. C'est une à ce profession sujet. très encadrée. Ouais. C'est une profession très encadrée. Ensuite, vous avez effectivement, comme vous le disiez, le champ des prestations facultatives. Donc on va dire que globalement, ce sont des prestations qui visent à accompagner la famille dans l'organisation des obsèques et qui sont personnelles au choix des familles. Et puis vous avez une troisième rubrique, parce que vous en parliez, par exemple dans le cadre d'obsèques religieuses, eh bien, par exemple le curé, il y aura le crématorium, des insertions en presse. Et en fait, toutes ces prestations-là sont des prestations que l'on appelle des prestations de tiers, où en réalité le pont funèbre n'est qu'un interlocuteur unique pour la famille. Il y a des frais engagés sur ce type de prestation et il va recevoir la somme pour la reverser immédiatement au prescripteur. Et si on anticipe ces obsèques, est-ce que du coup ça peut être moins cher ou pas? Le fait de les anticiper, non? Alors, ça n'aura pas un impact sur le coût? Le fait d'anticiper ces obsèques, en réalité, ça renvoie à la notion du contrat de prévoyance obsèques. Et dans la notion de contrat de prévoyance obsèques, d'une part, les frais d'obsèques sont financés par avance de son vivant. Voilà, donc si on veut anticiper sereinement ces obsèques, on se tourne en priorité vers son assureur. Alors, c'est ça, vers son assureur, ou son banquier, ou le professionnel des pompes funèbres. D'accord. Qui va gérer justement l'organisation à l'avance. Oui, c'est ça. Et puis ça coûtera moins cher aux héritiers. Oui, c'est surtout ça. Parce que c'est celui qui est le TQJ, celui qui va... C'est de son vivant, on va effectivement préfinancer toutes ces prestations. Jusqu'où on peut aller dans l'organisation de ces obsèques? Ça peut aller, je sais pas, jusqu'au choix des fleurs, la rédaction des loges funèbres, voilà. Est-ce qu'on peut organiser son enterrement ça peut être un enterrement. Si je veux me déguiser en princesse, si je veux que tout le monde soit déguisé en princesse. Vous avez même des sociétés qui sont spécialisées aujourd'hui dans les fêtes funéraires. C'est vrai que vous avez des wedding planners pour les mariages, on peut dire qu'on a des funérailles planners pour les obsèques, ça existe vraiment. Après, ça va être des enterrements à thème. Oui, mais alors après, ça va être la location d'une salle, ça va être pourquoi pas, on peut tout imaginer. Effectivement, on peut choisir sa musique, on peut choisir les fleurs, d'où l'intérêt, c'est vrai, si on souhaite vraiment s'amuser de ces funérailles ou même éviter toute discussion familiale, on peut prévoir s'il y aura de la musique ou pas, si on veut des funérailles privées, religieuses, civiles, si on veut tout ça, on peut le prévoir et d'où l'intérêt de passer par un professionnel, parce que le professionnel vous dira déjà ce à quoi vous avez le droit et ce que vous ne pouvez pas faire, mais en sachant que dans la plupart des cas, sauf encore une fois à s'enterrer dans son jardin en faisant une teuf à pas d'heure, ce qui serait pour le moins inapproprié et impossible, le reste est possible, oui. D'accord. Bon alors, justement, dans le cas où le défunt n'a rien anticipé du tout, pas de fête, comment vous appelez ça? Les fêtes de la... Les fêtes funéraires. Les fêtes funéraires, voilà. Les teufs funéraires. Les teufs funéraires. Les familles peuvent effectivement se sentir démunies, puisqu'en plus de gérer la douleur, on le disait, il faut effectuer de nombreuses démarches administratives, organiser les obsèques. On n'est jamais vraiment préparé à ce type d'événement. On ne sait pas par quoi commencer, ni à qui s'adresser. D'où l'intérêt de se faire accompagner, justement, dans ces moments-là. Et c'est ce que propose la Maison des obsèques, dont vous parliez tout à l'heure. Et nous sommes rendus dans la Maison des obsèques de Jansac-la-Palue. Un accompagnement global des familles endeuillées est proposé. Regardez. Oui, bonjour les pompes funèbres Hervois. Je vous appelle pour connaître vos disponibilités, s'il vous plaît, vos prochains créneaux pour les crémations. Je vais vous rappeler après, c'est que j'ai la famille qui arrive à 9h30, mais je voulais peut-être déjà connaître vos créneaux pour m'avancer auprès d'eux. Il y a une famille qui arrive à 11h30 midi, il y a un décès à l'hôpital militaire de Bordeaux. Tous les cercueils sont prêts, il n'y a plus qu'à. Je pense que les gens ont du mal à parler du fait qu'il y a de la tristesse, qu'il y a une épreuve à traverser. Ils arrivent dans le bureau et c'est vrai qu'ils me disent « je ne sais pas du tout ce qu'aurait souhaité papa ou maman en fonction ». Ils connaissent pas du tout les volontés. On essaye de creuser par rapport à des indices qu'on peut avoir et essayer de les aiguiller. De les accompagner sur toutes les démarches, parce qu'il y a énormément de démarches à faire auprès des mairies, etc. Et je donne tout ce que j'ai pour pouvoir accomplir le souhait des familles. Je le ferai toujours avec tout ce que j'ai.
Et c'est ça pour moi qui compte et je sais qu'ils le ressentent. Rejoindre la maison des obsèques, ça a pu nous apporter des supports. On a aujourd'hui un réseau de collègues. On peut s'appeler si on a un petit problème. Ça nous aide et puis on se sent pas isolé. Le maître de cérémonie, son rôle, ça va être de guider, d'accompagner les gens, faire en sorte que les horaires soient respectés et aussi à faire ce qui est trop difficile à faire pour les familles. On partage avec les gens ces moments qu'on voudrait tous éviter. Du coup, on s'immisce, on partage avec eux ce moment intime du départ d'un proche. Et je pense que tout ça, on peut le faire qu'avec le cœur, tout simplement. En tout cas, c'est rassurant de savoir que ce type d'accompagnement existe. Mais qu'est-ce qui va faire la différence entre deux établissements de pompes funèbres ? Comment choisir un pompe funèbre? Donc en fait, comment choisir par qui on va être accompagné? Le choix se porterait, selon moi, uniquement sur finalement le conseiller ou la conseillère que vous avez rencontré. Et est-ce qu'elle vous inspire... Le rapport humain que vous allez avoir avec cette personne, en fait. Est-ce qu'elle inspire clarté, confiance dès la première prise de contact? Oui, c'est pas forcément un problème de coût financier, c'est vraiment la qualité de la relation que vous allez avoir avec cette personne. C'est d'abord cette qualité-là. D'accord. Bon, en tout cas, une chose est sûre, ceux qui parlent le mieux de la mort, c'est ceux qui l'ont apprivoisé, un peu comme vous d'ailleurs, ou comme les thanatopracteurs, qui sont chargés des soins de conservation des défunts, ou encore comme les designers de cercueils ou d'urnes. Bah oui, ça existe, on parlait des fêtes funéraires tout à l'heure, il y a aussi des tendances dans ce domaine. Alors justement, quelles sont ces dernières tendances en matière d'urnes et de cercueils? Regardez. Chez Caroline Goria, une décoration épurée, des fauteuils confortables et des idées originales comme ces portraits en chocolat personnalisables. C'était la demande d'une famille, d'un chocolatier qui est décédé. Dans son agence, elle préfère dire une agence qu'une pompe funèbre, cette gérante souhaite proposer le plus de personnalisation possible. À l'heure où la crémation représente 40% des obsèques en France, ici toutes les nouvelles tendances sont proposées. On va retrouver plutôt l'aspect écologique au niveau du choix du cercueil ou bien des urnes. On va avoir des urnes biodégradables ou des urnes solubles, des urnes qui vont se dissoudre dans l'eau lorsqu'on va le jeter en pleine mer. On peut enterrer l'urne, par exemple en forêt, y planter un petit arbre, et donc là on a cet aspect un peu écologique. Ce souci de la planète se retrouve aussi dans les matériaux. Bambou ou carton pour les urnes, bois non traité pour les cercueils. Les préoccupations sont aussi esthétiques et en cela, la pandémie a créé une nouvelle demande chez un public urbain. On l'a vu en fait avec le Covid, beaucoup de personnes jeunes, quand je dis jeunes, la soixantaine, sont décédées, donc les enfants eux-mêmes sont jeunes, et bien eux sont en demande de casser les codes. Parmi les prestations, le cercueil blanc dit Johnny Hallyday ou encore un bleu pastel, des monuments aux formes arrondies avec des arbres ou des galets. Décalés ou traditionnels, les funérailles restent un moment important pour 3 Français sur 4 qui veulent les célébrer. Voilà, et puis on dit agence, c'est plus chic finalement que pompe funèbre. Hein. Ce que j'ai retenu aussi. C'est le métier et le lieu où on reçoit les familles. C'est effectivement une agence ou un établissement. D'accord. Bon, on parlait tout à l'heure concernant l'inhumation, on ne peut pas se faire enterrer n'importe où, en tout cas pas dans son jardin. Mais concernant les cendres, est-ce qu'on peut les disperser pour le coup là où on veut ou là aussi c'est réglementé? Là aussi c'est réglementé. Il faut que vous puissiez avoir une autorisation. Par exemple, voilà, il est impossible déjà depuis déjà un certain temps, il est impossible de les conserver chez soi, ces cendres. Ce qui était le cas avant. Donc ça c'est la première règle à savoir. Alors que il est communément admis qu'on pouvait repartir avec ses cendres, enfin les cendres de ses proches, et le mettre sur une étagère chez vous ou derrière vous, par exemple. Ouais. Oui, ce qui n'était pas. Non, mais c'est pas joli dans cette décoration. Mais donc ça c'est plus possible. Et pareil, on ne peut pas jeter les cendres dans un jardin public ou dans la mer, dans une mer. Alors il faut tout ça. Il va falloir obtenir une autorisation préalable. Alors entre nous, je crains. Qui va aller vérifier si vous faites ça en catimini un soir voilà. Si vous faites une cérémonie, là tout le monde le saura. Ouais. Si vous amenez votre urne, je dis pas qu'il faut le faire. Hein, je dis simplement que il peut arriver que voilà, en catimini, les gens puissent les disperser dans des lieux inappropriés ou en tout cas pour lesquels ils n'auraient pas reçu d'autorisation. Donc voilà, préparer ces obsèques, je pense qu'on vous l'a prouvé, ne porte pas malheur. Au contraire, les organiser dans les moindres détails permet ensuite de mieux les oublier. Si vous souhaitez plus d'informations sur le sujet, je vous recommande 2 sites qui sont très bien faits. La mort si on en parlait.fr et mieux traverser le deuil.fr. Voilà, vous retrouverez des vidéos de personnalités nationales et locales qui ont souhaité témoigner de leurs actions, de leurs réflexions, de leurs expertises. Il y a aussi des podcasts qui sont très bien faits sur le sujet, comme Mourir sans avoir vécu, Voir la mort, Venir ou La vie après
après la mort. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez les apéros de la mort. Voilà, ce sont des apéros qui permettent d'aborder le sujet des obsèques. C'est une bonne façon de dédramatiser le sujet, je trouve. Et c'est animé par Sarah Dumont, qui est fondatrice du site Happy and Life, et par Sophie Poupard-Bonnet, qui est coach accompagnante de deuil. Voilà, ces rendez-vous de 2 heures ont lieu tous les mois dans des lieux publics à Paris, mais aussi en ligne, via Zoom. On y aborde la fin de vie, la mort, le deuil, le tout dans une ambiance bienveillante, joyeuse et peut-être un petit peu arrosée, puisqu'il s'agit d'apéro, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, un grand merci à tous les deux. Merci Maître Pérez, merci Médizic d'avoir été avec nous pour nous parler des obsèques et surtout nous avoir aidé à dédramatiser ce sujet. Hein, voilà, ce sujet ne doit plus être effectivement quelque chose de tabou. Merci également à Valérie Darmon, rédactrice en chef de cette émission, qui m'a aidé à préparer cette émission, et également à Margot Miller. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive, entrepreneurs du mieux vivre.